Bonjour à toutes et à tous. On va attendre que tout le monde se connecte avant de démarrer. Bonjour à tous. Bon, c'est bon, vous avez bossé, les gars? Vous avez bossé votre sujet? On arrive bien comme à l'ancienne. J'étais trop préoccupé par la vol sur les marchés hier. T'as payé l'annonce de l'inflation et après derrière la Fed qui baisse pas ses taux. Non, c'est marrant parce que tout le monde s'y attendait, mais ça a quand même eu un impact sur la vol. Plus sur les cryptos, je crois, que sur les marchés actions. Mais ouais, marché c'est intéressant, les classiques, les portes de saloon intraday pour certains acteurs, j'imagine. Enfin bref. Théo, est-ce que tu as bien envoyé le lien de la présentation à Christine Lagarde? Ouais, c'est vrai que. Est-ce qu'elle s'est connectée? C'est bon, elle est connectée, on va pouvoir commencer. Vas-y, on commence. Bon, avant tout, on est bien le 13 juin, on n'est pas le 13 mai, comme vous pouvez voir sur les slides. Petite faute de typo, mais ça n'a pas d'importance. On est très heureux avec l'équipe de gestion pour vous retrouver pour ce 3e webinaire dédié à la LCBFT. C'est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et le lien avec les cryptos. C'est pas le sujet, on est conscient, le plus sexy. Pour autant, c'est un sujet qui revient souvent chez nos clients qui sont pas forcément les plus informés. Et c'est aussi un problème vis-à-vis des professionnels du patrimoine que vous êtes. Et du coup, c'est des questions qu'on souhaitait traiter et tuer un peu l'idée reçue que les cryptos ne servent qu'à financer justement des activités illicites. On retrouve bien évidemment toujours nos 3 speakers. Donc moi, je suis Marc Lécorché, président et cofondateur de Quarks. J'ai travaillé 13 ans en finance traditionnelle en tant que gérant de portefeuille, d'abord chez une filiale de BNP Paribas et ensuite de 2015 à 2022 chez Rothschild Martin Morel. Didier? Didier Goffert, donc je suis gérant de portefeuille et associé chez Quarks, donc depuis le début de l'aventure. J'ai aussi travaillé dans la finance traditionnelle chez BNP Paribas en tant que conseiller en investissement et ensuite dans les fintech à Berlin et aussi dans les sociétés de conservation d'actifs numériques dont j'étais directeur général en Allemagne à Berlin. Et donc depuis 2022, j'ai rejoint Marc dans l'aventure Quarks. Et moi, Théo Robert, ingénieur de formation avec une expérience également à BNP Paribas. J'ai rejoint l'équipe de Quarks il y a plus d'1 an maintenant en tant qu'analyste financier et j'ai notamment contribué à l'élaboration et le développement sous Python de l'algorithme d'analyse prédictive qu'on utilise chez Quarks. Merci Théo. Autre information sur cette partie LCBFT, on a Emma Bencherif qui est chez nous responsable de l'offre et aussi responsable du contrôle de premier niveau. Pour ma part, je suis responsable du contrôle de second niveau, contrôle permanent. Et on est accompagné pour notre contrôle périodique, dit de 3e niveau, par la société indépendante RegSharp, qui est un cabinet d'audit qui réalise effectivement notre contrôle périodique dit de 3e niveau. On rentre dans le vif du sujet avec ce thème, est-ce que la crypto ne sert qu'aux activités illicites? On va voir un point sur la partie réglementation avec Didier. Est-ce que c'est vraiment le Far West? C'était un peu le sentiment qu'on avait suite à la faillite de FTX. On verra ensuite pourquoi c'est une très mauvaise idée d'utiliser la crypto-monnaie pour les activités illicites. On fera un point enfin sur les chiffres, donner des exemples, des chiffres concrets de cette utilisation. Et après, on verra quelques exemples qui illustrent aussi le point numéro 2, pourquoi c'est vraiment une très mauvaise idée. Et enfin, on terminera pour une conclusion avec aussi mettre en relation la finance traditionnelle et la finance de la crypto-monnaie, voir quels sont les avantages qu'apporte justement la crypto par rapport à la finance traditionnelle.
Je laisse tout de suite la parole à Didier pour qu'il fasse un point sur la réglementation. Merci Marc. Ouais, quelques slides, on va dire très, très juridiques et légaux, donc un peu chargés, mais on va juste passer sur les points les plus importants en France vis-à-vis de la réglementation. Donc ça a commencé en 2019 avec la loi Pacte, ou loi dite relative à la croissance et la transformation des entreprises, donc, dont le but était vraiment de transformer et moderniser l'économie française. Et c'est cette loi qui est le point de départ qui introduit le cadre réglementaire pour les PSAN, donc les prestataires de services en actifs numériques, dont Quarks est enregistré PSAN depuis octobre 2023. Donc avec différents processus, notamment l'enregistrement au sein de l'AMF, la conformité avec les réglementations AML en place et un cadre légal aussi pour tout ce qui est levée de fonds via des crypto-tokens. Donc simplement la définition et on va dire la prise on va dire de conscience au niveau juridique de l'existence de ce secteur d'activité et de mettre en place le cadre qui lui permettre de se développer. Donc on a vraiment ce qu'on a dit le statut de PSAN. Donc il y a environ 100 entités en France qui sont enregistrés PSAN à l'heure actuelle, différents process. Donc, c'est vraiment l'enregistrement pour notamment la conservation, l'achat-la-vente, le trading donc d'actifs numériques, donc que ce soit des crypto-monnaies, ce qu'on appelle utility token ou tout autre type de token. Et la supervision est réalisée par l'AMF. Dernier point, on a TracFin aussi qui dépend en fait des services de renseignement en France et dont l'objectif est vraiment de surveiller et aussi de se coordonner avec d'autres organismes transnationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, où on a également des obligations déclaratives. Donc, on voit que le cadre réglementaire est défini, existe. Ça a été un process depuis 2019, mais maintenant, il est clair et c'est ce qui aussi amène plus de 100 entités en France à être enregistrées en tant que prestataires de services en actifs numériques. Je rajouterai la CPR dans tes slides, qui est aussi l'autorité de contrôle prudentiel et de règlement des banques, qui vient justement contrôler sur la partie LCBFT, qui est une entité très importante avec laquelle on est bien évidemment en relation chez Quarks, et aussi bien évidemment le statut de MiCA, qui va rentrer en application et qui apporte. C'est dans le slide suivant, Marc. C'est dans le slide suivant, tu vois. Et donc, ouais, au cadre réglementaire aussi en Europe, au monde aussi rapidement, comme tu l'as dit, MiCA, Marketing Crypto Asset, qui a été mise en place, adoptée en 2022, qui est actuellement en cours de déploiement en Europe. Donc, c'est vraiment un cadre réglementaire unifié dans l'Union européenne qui permettra à des acteurs d'un pays de pouvoir exercer des activités dans un autre pays grâce au passeport européen, donc des exigences de licence pour tous les prestataires de services et des règles vraiment élevées qui permettront justement la protection également des consommateurs et l'intégrité des marchés en Europe. Donc l'idée est vraiment d'avoir un marché européen de services, de prestations de services en actifs numériques. Et on a aussi, très intéressant, tu viendras plus tard là-dessus, l'OFAC, donc l'Office of Foreign Asset Control. Donc là, on est aux États-Unis, une division du département du Trésor, donc qui applique des sanctions, administre et inclut vraiment les cryptoactifs, notamment les stablecoins, dans ses programmes de sanctions. Et il faut savoir, l'OFAC travaille depuis maintenant plusieurs années avec, par exemple, les principaux émetteurs de stablecoins, ces crypto-dollars, ces dollars qui vivent on-chain, notamment Tether ou Circle, et ont la possibilité notamment de geler des adresses identifiées comme illicites. Mais là aussi, je vais pas anticiper ce qu'on va vous montrer par la suite. Ouais, c'est partie des exemples concrets. Encore une fois, on a vraiment des cadres qui sont clairs, je veux dire, au niveau français, européen et aussi international. On a vu que ça devenait un enjeu, notamment aux États-Unis, la crypto-monnaie qui s'est intégrée dans les élections américaines, où il y a eu un revirement complet de la part de l'administration de Biden, qui était plutôt contre les cryptos. Et en voyant que Trump gagnait des voix sur les 50 millions d'électeurs, si je ne me trompe pas, Didier, Américains qui détiennent des crypto-monnaies, il y a eu un revirement, ce qui a permis notamment d'avoir l'obtention des ETF Ethereum Spot, donc ce qui permet à la finance traditionnelle d'investir dans Ethereum. Pour rappel, on a eu ces mêmes ETF sur Bitcoin en début d'année. Donc du coup, il y a quand même un shift qu'on est en train de voir et qui est plutôt favorable à l'adoption massive des crypto-monnaies.
Ouais, la dernière news, je crois que j'ai vu hier, c'est donc Trump a décidé d'accepter les cryptos pour le financement de son programme et Biden envisage la même chose. Donc, ouais, comme tu le dis, on a eu vraiment un tournant à 180 degrés très rapide de ce côté-là aux États-Unis. Et puis enfin, juste, voilà, c'est vraiment, on va pas rentrer dans le détail, mais cette carte-là montre les pays dans lesquels en vert le statut des crypto-monnaies est légal. On aurait pu mettre la carte d'il y a quelques années où on était bien moins vert, mais ça montre que, à part quelques pays plutôt, on va dire, moins démocratiques ou autres, entre guillemets, la plupart des pays développés et même émergents ont défini un cadre réglementaire ou sont en train de le définir. Donc, bien sûr, cela va, encore une fois, favoriser l'adoption des cryptos dans les prochaines années. Pour le blanchiment d'argent, je pense que le Trésor américain résume bien. Les monnaies fiduciaires, et notamment le dollar, sont utilisées plus que les cryptos parce que l'argent liquide, justement, favorise l'anonymat. Et on va voir que les crypto-monnaies ne sont pas anonymes, mais pseudonymes. Ça fait partie d'une des avantages de la technologie blockchain. Et je te laisse la parole, Théo, pour développer ce point-là. Effectivement, il y a des avantages à l'utilisation de la technologie blockchain dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Premièrement, parce que la blockchain est par nature transparente. Donc, ces blockchains, enfin publiques comme Bitcoin et Ethereum, tout le monde a accès à l'historique des transactions, qu'on soit utilisateur ou non d'ailleurs. Et le suivi de ces flux est même simplifié grâce à des outils comme ScoreChain ou Etherscan, qu'on présentera par la suite. Et les transactions sont immuables sur une blockchain. Donc ça signifie simplement que lorsque l'ensemble des nœuds validateurs ont validé une transaction, celle-ci est inscrite sur le registre, qui est la blockchain, définitivement. Donc des criminels qui utiliseraient Bitcoin pour effectuer des transactions, non seulement on pourrait visualiser chacune de ces transactions, puisque comme on l'a vu, la blockchain est transparente, mais également, ce criminel ne pourrait ni modifier ni supprimer ces transactions. Et dernier point, important quand même, de plus en plus d'exchanges crypto, d'exchanges bourses crypto, sont compliance, donc se plient aux lois, notamment en matière de KYC. Et c'est notamment ce qu'on fait chez Quarks, puisque pour chaque client, nous vérifions d'abord évidemment son identité, grâce à une carte nationale d'identité ou un passeport, ainsi qu'un justificatif de domicile. On analyse également la provenance des fonds grâce à un relevé de compte. Et enfin, c'est là qu'intervient la notion non pas de KYC, mais de KYT en crypto, donc Know Your Transactions, où nous suivons l'historique de l'activité des fonds crypto du client, si celui-ci nous envoie des crypto-monnaies, bien sûr, pour s'assurer notamment que le wallet du client n'est pas associé à des activités illicites. Pour ça, on va utiliser notamment l'outil ScoreChain. Ici, c'est donc une capture d'écran de l'outil Etherscan qui nous permet de visualiser simplement l'historique des transactions ici sur Ethereum. Donc, on peut voir une transaction dans laquelle VB, en bas, c'est Vitalik Buterin, donc connu pour avoir fondé Ethereum, envoie pour plus d'1 milliard de dollars de tokens Shiba, donc c'est un des meme coins les plus connus avec Dogecoin, pour ceux qui connaissent, à un fonds en Inde pour lutter contre le Covid. Donc, il s'agissait d'un don pour plus d'1 milliard de dollars valeur actuelle. Et comme on peut le voir, la transaction a eu lieu le 12 mai 2021 et on a même la minute, l'heure et la seconde précise. Donc, c'est assez fou, cette transparence. Merci Théo. Et justement, on le voit, hein, là, on a pu analyser et identifier l'adresse publique de Vitalik Buterin et de ce fonds d'aide en Inde. Et ça, grâce à tout un écosystème qui s'est développé, notamment Arkham, qui est une société qui va révéler et chercher l'identité derrière une adresse publique. Et Chainalysis, ScoreChain ou Confirm, qui, eux, sont des entreprises qui vont analyser l'activité de ces adresses-là sur la blockchain pour voir si elles sont liées à des activités illicites. Et on prend un exemple très concret.
Vous venez de vous faire hacker, c'est-à-dire que votre ordinateur a été bloqué et du coup, on demande une rançon pour, entre guillemets, récupérer les informations. Et donc, du coup, les malfaiteurs, eux, pour être payés, ici en Bitcoin, vont devoir vous donner une adresse sur laquelle verser les fonds. Et c'est là où on peut commencer le travail d'analyse en prenant cette adresse-là, 1MZ7153, et la rentrer dans notre outil qui est ScoreChain et que nous utilisons chez Quarks aussi. Et donc là, on rentre l'adresse, vous voyez, on voit tout de suite qu'elle appartient à NotPetya, donc elle a été flaguée comme un ransomware. La notation est de 1, le score le plus faible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les scores vont de 1 à 100, de 0 à 100, enfin de 1 à 100, sachant que 1 étant le plus faible, et il faut avoir la note la plus élevée pour être, entre guillemets, clean. On voit bien que dans les risques, c'est bien associé à un ransomware, donc un rançongicionnel, et on voit les pays qui sont associés à cette adresse: Bahamas, Russie, Panama, Gibraltar, Turquie, Émirats arabes unis. Bref, que des belles démocraties, et donc que des pays à risque, bien évidemment, pour le blanchiment d'argent. Ici, on s'arrête. Vous avez la notation globale qui est de 10, donc qui est très faible. Pour rappel, quand nous sommes inférieurs à 25, nous avons pour mission de geler les fonds et de faire une déclaration à TRACFIN. On voit que le risque ici est effectivement élevé. Et il y a aussi, on le voit sur l'envoi des fonds, le chiffre est plus élevé, est de 57. En fait, ils envoient les fonds où à 89%, ils partent sur un exchange qui est uobi.com. Et donc, c'est là où, effectivement, il y a peut-être un travail à faire, justement, pour lutter contre ces ransomware en travaillant main dans la main avec les exchanges centralisés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et je pense que ça, c'est important. Et si vous deviez retenir qu'un seul chiffre, ça va être celui dont je vais vous présenter tout de suite. Les Nations Unies estiment le blanchiment d'argent entre 2 et 5% du PIB, soit 1750 à 4375 milliards de dollars. Alors, c'est plus une fourchette, c'est un râteau, on est d'accord, hein, mais pour autant, la vérité doit se situer entre ces deux chiffres. Et la crypto, elle, en 2023, ne représentait que 22 milliards. Donc, ce qui est relativement faible par rapport au montant global. Et là où vous avez pu entendre Christine Lagarde s'inquiéter de l'accroissement de l'activité illicite par les cryptos, regardez les statistiques qui sont données par Chain Analysis. Et une fois de plus, du fait de la transparence, on peut avoir avec précision les chiffres exacts des activités illicites. On est à 22 milliards en 2023. Ça peut paraître énorme, mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'on est en baisse de 35% par rapport à 2022, où c'était 31 milliards. Et les chiffres qui sont donnés là sont erratiques. Vous avez une progression qui n'est pas linéaire, et en plus de ça, vous avez, si vous mettez en face de l'utilisation de la blockchain qui, elle, est exponentielle et qui peut être comparée à celle de l'utilisation d'Internet, on voit bien que le pourcentage d'utilisation des cryptos pour les activités illicites est en forte baisse. Et donc Marc, je rebondirai rapidement là-dessus. Je pense qu'il y avait aussi un mythe qui était en place en 2015-2016, un moment où voilà, Bitcoin était peut-être moins mainstream, que effectivement cette nouvelle technologie pouvait être utilisée. Mais au final, on voit avec le développement, encore une fois, de l'écosystème et de tous ces acteurs, encore une fois, c'est la pire idée possible. Je pense que tu auras des exemples qui illustreront ça pour des criminels à blanchir de l'argent. Donc, c'est entre 0,5 et 1,25% du montant global, ce qui reste bien évidemment très, très faible. Et donc, une idée reçue serait de se dire c'est la finance décentralisée qui permet un meilleur anonymat pour blanchir les fonds. Malheureusement, non. Ces fonds sont blanchis à 60% sur ces fameuses bourses crypto. Et on a l'exemple
Kraken, non, justement de Binance, qui a été condamné à 4 milliards de dollars d'amende, et son patron qui a été arrêté et qui purge 4 mois de prison pour ne pas avoir mis en place des contrôles assez stricts lors de la création de la plateforme en 2017 jusqu'à 2020. C'est un peu choquant de voir que le PDG va en prison quand, dans la finance traditionnelle, pour avoir travaillé pendant 13 ans, vous avez la banque danoise Danske Bank qui a blanchi 200 milliards de dollars de fonds de 2007 à 2015 et son PDG a dû juste démissionner. C'est vrai qu'il y a un double traitement. On va le voir aussi avec le cas de Silk Road, où vous avez des sanctions qui ont été prononcées qui sont assez folles par rapport à la finance traditionnelle. Mais là, si on veut se concentrer là-dessus, on peut se dire qu'effectivement, il y a un point d'amélioration très clair sur les échanges centralisés, qui, pour autant, font quand même des KYC. Donc, on voit que le fait de connaître le client ne permet pas non plus d'éviter tout ce blanchiment-là. Et les exemples concrets d'inefficience, ils sont bien évidemment nombreux. On en a pris 3 marquants. Silk Road, qui était la plus grosse plateforme, on va dire l'Amazon, la marketplace de vente de drogue, justement au début des années 2010, de 2011 jusqu'à 2013. Et donc le FBI a réussi à fermer la plateforme et à arrêter Ross Ulbricht, qui était l'administrateur principal de Silk Road, en octobre 2013. Je vous recommande le film Silk Road qui est sur la plateforme Amazon Prime, qui est vraiment un super film qui raconte l'histoire réelle de Silk Road avec des flics ripoux qui ont transféré des bitcoins. Enfin bon, c'est vraiment une histoire assez sympa. Ensuite, vous avez Alphabet, pareil, qui a été démantelé. Son administrateur a été retrouvé et arrêté en Thaïlande. À chaque fois, les bitcoins ont été retrouvés et confisqués, notamment par les États-Unis. Et enfin, le dernier, c'est le hack de la plateforme Bitfinex, c'est un hack qui était en 2016, qui a eu lieu en 2016. Et 7 ans plus tard, on a retrouvé ce couple haut en couleur que vous voyez en bas à droite. Madame et mademoiselle étaient rappeuses et lui était effectivement ingénieur, et ils ont volé quand même pour 8 milliards de bitcoin. Et donc on le voit, même si ça prend du temps, du fait de la transparence de la blockchain, on retrouve toujours les Ouais, du auteurs coup, des crimes. là aussi, l'histoire est très intéressante. Je crois qu'il y a un article dans le New York Times, il doit y avoir des articles aussi en français, mais c'est vrai qu'on se voit que Bitfinex a travaillé durant 7 années avec les autorités, différentes autorités américaines, que ce soit le FBI ou autres, et malgré leur connaissance, parce que voilà, ils ont quand même une connaissance assez poussée de tout ce qui est social engineering et aussi gestion des adresses, 7 ans plus tard, avec les mouvements, ils ont pu inférer que les wallets de ces personnes recevaient les fonds justement liés à ce hack. Donc voilà, ça a pris du temps, mais encore une fois, ça a été Ouais, résolu. dans les autres exemples, il y a bien évidemment MTGOX, la plateforme qui a été hackée en 2012, et les fonds ont été retrouvés et redistribués aux clients juste cette année, donc près de 10 ans plus tard. Donc on voit que justement, il y a un des vrais avantages à utiliser la blockchain. Je crois qu'on avait des questions aussi. C'était Lina qui disait vraiment surprise du lien qui se fait entre activité illicite et crypto. C'est comme demander si l'argent ne sert que le crime. C'est sûr que dans toute société, il y a une partie qui sert au financement d'activités illicites. On espère qu'elle soit le plus faible possible. Ce qu'il faut retenir, c'est que justement, grâce à la crypto-monnaie, on peut réduire justement ce chiffre et cette criminalité. Est-ce que vous envoyez systématiquement des rapports détaillés des transactions à vos clients ou seulement à la demande? Alors, on ne leur envoie pas ces rapports-là. Ces rapports-là sont pour la société Quarks, pour s'assurer justement que les fonds qui nous sont envoyés en crypto soient bien, entre guillemets, compliant avec nos exigences en matière de LCBFT. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on travaille avec les professionnels du patrimoine et c'est donc des clients privés. Donc,
c'est vrai qu'on n'a pour l'instant pas eu à faire face à ce genre de problème chez Quarks. Et le cas que vous avez bien entendu, tout le monde entendu sur FTX, qui a eu lieu, c'est la faillite de la plateforme, la deuxième bourse crypto en octobre 2022. Alors, ce n'est pas vraiment un cas lié à la blockchain, puisque c'est une fraude faite par Sam Bankman-Fried. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu retrouver les fonds grâce justement à la blockchain, et il utilisait effectivement les fonds des clients pour couvrir les pertes de son fonds de trading à la Media Research, acheter des biens et des maisons aux Bahamas et faire de nombreuses contributions, des dons aux partis politiques, notamment américains. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a été un peu protégé, mais là, il est quand même en prison. Financement d'activités illicites, parce que bien évidemment, il n'y a pas que le blanchiment d'argent. Des exemples concrets, notamment avec le Hamas, qui se finançait avant en demandant des dons en crypto-monnaie. Et depuis avril 2023, ils ont tout simplement dit qu'ils arrêtaient de recevoir des dons en Bitcoin pour la simple et bonne raison que les donateurs se faisaient arrêter par les services israéliens. Et donc, du coup, on le voit bien que là, la crypto-monnaie est vraiment une mauvaise idée. Ensuite, vous avez le Venezuela et des compagnies pétrolières qui profitaient de ce fameux dollar digital dont parlait Didier, l'USDT, pour contourner les embargos US sur le dollar. Ils s'en sont vantés. Le lendemain, Tether avait gelé toutes les adresses liées à ces sociétés pétrolières au Venezuela. Et enfin, Tether qui est la société qui émet justement ce dollar, hein, ce USDT. Ouais, tout à fait. Et qui travaille main dans la main avec l'OFAC. Et donc, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que ces entreprises-là ne sont pas du tout, on n'est plus du tout dans le cadre du Far West, justement, bien au contraire. Ils travaillent main dans la main pour amener un monde meilleur, justement, grâce à la crypto. Alors, tout n'est pas rose. Et je pense que la Corée du Nord est un peu le mauvais exemple avec Lazarus, ou Lazarus, qui est un groupe de hackers nord-coréens. On a de fortes convictions qu'il appartienne à la Corée du Nord et qui se finance justement en faisant des attaques ciblées et demandant des rançons payées en Bitcoin. Et eux utilisent des moyens sophistiqués. Et c'est aussi les inconvénients de la technologie blockchain qui peuvent être vus comme des avantages par certains. Théo, je te laisse développer ce point-là. Effectivement, ça peut être des avantages, notamment pour les utilisateurs de la blockchain. C'est un peu le propre des blockchains, mais c'est vrai que ça demeure des inconvénients dans le cadre toujours de la LCBFT. Parce qu'une blockchain comme Bitcoin est par nature décentralisée et dite permissionless. Donc ça signifie que tout le monde peut effectuer des transactions. Il n'y a pas de censure possible. On parle aussi d'anti-censure. Donc tout le monde peut effectuer des transactions, quelles qu'elles soient, donc même illicites. Il y a également l'aspect anonyme derrière chaque transaction, même si, comme on l'a vu, des entreprises travaillent et réussissent à associer des personnes à des wallets adresses crypto, l'utilisation de mixeurs, comme Tornado Cash étant le plus connu, vient compliquer tout ça en brouillant les pistes. Donc, je m'explique. Pour comprendre comment un mixeur crypto peut fonctionner, je vais prendre l'image d'une machine à laver dans laquelle vous et vos amis metteriez chacun une pièce, cette machine. Donc, vous faites tourner cette machine et enfin, après avoir fait tourner cette machine, vous récupérez tous chacun une pièce. Donc, à la fin, vous avez bien une pièce chacun. Simplement, ce ne sera pas forcément votre pièce initiale. Et en réalité, il n'y aura aucun moyen de le savoir. Donc, c'est un peu la même image, mais avec des crypto-monnaies ici. Donc, on comprend bien le problème de l'utilisation des mixeurs, surtout justement dans la lutte contre le blanchiment d'argent, puisque c'est tout à fait ça. Et enfin, les wallets décentralisés comme MetaMask ou même plus connu et français Ledger n'ont pas de KYC. C'est d'ailleurs le propre des wallets crypto décentralisés. Ouais, c'est assez intéressant justement pour l'utilisation des mixeurs.
ça doit être important de pouvoir conserver un certain anonymat, dans le sens où quand vous envoyez des fonds à quelqu'un, vous n'avez pas envie de savoir qu'ils connaissent votre patrimoine complet, c'est-à-dire combien vous possédez. Et donc, du coup, vous pouvez envoyer des petites sommes sur ces mixeurs et le récupérer pour justement, entre guillemets, ne pas avoir à communiquer la totalité de votre patrimoine. Quand vous payez quelqu'un, quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous n'avez pas envie qu'il sache qu'il ait une vision globale sur le patrimoine sur votre patrimoine, ce qui peut paraître logique. Dans ScoreChain, une fois de plus, les mixeurs ont une certaine note. Vous avez certains mixeurs qui sont plus ou moins utilisés pour les activités illicites. Tornado Cash en faisait partie. Et d'ailleurs, un des codeurs, donc celui qui a fait le code de Tornado Cash, a été arrêté, condamné à de la prison. Ce qui, une fois de plus, est assez surprenant. Hein. C'est comme si on mettait en prison Bernard Arnault pour faire des sacs Louis Vuitton qui servent à transporter des billets de banque qui servent aux malfrats. C'est assez surprenant, mais ça fait partie malheureusement de ce que l'on constate actuellement. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. En conclusion, c'est que 100 fois moins utilisé, la crypto est 100 fois moins utilisée que le dollar pour les activités illicites, et c'est notamment grâce à sa traçabilité et à sa transparence qui permet de suivre de A à Z les transactions faites en crypto. L'immuabilité de la blockchain permet aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de modification ou de suppression des données, et on peut partir effectivement du point A à un point Z. Et quand on compare à la finance traditionnelle, on rajoute une nouvelle strate qui est le fameux KYT, Know Your Transaction, en identifiant toutes les transactions qui ont été réalisées par une adresse. Voilà, on a été plus court que d'habitude. On a réussi à boucler ce webinaire en 30 minutes. Je pense qu'on va prendre les questions si vous en avez. Didier ou Théo, vous avez peut-être… Moi, je pense que le point de KYT est super important parce qu'on voit que ça va un niveau plus loin que dans la finance traditionnelle. Et pour rappel, il y avait l'histoire de Wirecard en Allemagne, cette société qui a apparu dans le DAX, on avait un trou de 2 milliards de dollars et du coup, elle a fait faillite. Mais c'est vrai qu'avec cette notion de KYT, peut-être que ça aurait été évité, peut-être qu'on aurait pu avoir un audit en temps réel. Donc, moi, je trouve que cette notion de KYT, Know Your Transaction, est super importante à avoir en tête. On a une question sur l'apport de la loi MiCA par rapport peut-être à l'enregistrement PSAN actuel. Alors, je pense que la loi MiCA est un renforcement de l'enregistrement PSAN sur plusieurs points. Le premier point, ça va être effectivement la partie cybersécurité. On va demander aux entreprises qui demandent l'agrément d'avoir des audits de sécurité pour éviter justement ces hacks. On voit qui sont nombreux dans le domaine de la crypto-monnaie. Il y a aussi des points sur la ségrégation des actifs clients, notamment dû à l'affaire FTX, donc qui est bien une ségrégation, c'est-à-dire les actifs de la société de gestion sont bien différents des actifs des clients. Et donc, plus globalement, c'est vraiment une harmonisation au niveau européen qui donne un cadre réglementaire très clair et exigeant. Hein, chez Quarks, on dépose notre dossier d'agrément la semaine prochaine et on espère l'obtenir courant début 2025. C'est vraiment… Ouais. Il y a aussi un aspect vraiment business dans le sens où là, on a une loi qui va permettre à un acteur d'avoir son agrément dans un pays et d'avoir simplement à le passeporter dans l'autre. Ça veut dire juste faire une demande, un email et de pouvoir être actif dans un autre pays sans avoir une autre licence. Parce que c'est dans le cas pour d'autres services comme les services peut-être de brokerage ou d'intermédiaire sur action où il y a cette nécessité d'avoir différentes licences dans différents pays. Donc là, on a cette avancée qui permet vraiment d'utiliser sa notion de passeport et donc
éventuellement, si c'est un intérêt pour Quartz, de pouvoir être actif dans un autre pays en fonction. Donc, vraiment, je pense que l'aspect business est aussi très intéressant pour les acteurs européens en général. Le seul point qu'on peut voir aussi, c'est par rapport aux États-Unis. Je crois qu'il y a des lois qui sont passées récemment. C'est peut-être aussi ça juste le problème. Avant le développement de l'écosystème, en Europe, on a déjà pensé aux lois qui pourraient encadrer notre secteur. Aux États-Unis, en quelques semaines, ils ont fait un bond, une avancée. On espère que les lois viendront pas mettre un coup d'arrêt justement à l'innovation dans le secteur des crypto-monnaies en Europe. Pas d'autres questions. On va laisser quelques minutes. J'en profite pour vous dire que le prochain webinaire aura lieu en septembre à la rentrée, et on traitera, je pense, d'un autre sujet qui est d'actualité et qui, entre guillemets, anime les clients et les professionnels du patrimoine. C'est bien évidemment le lien entre la crypto-monnaie et la consommation d'énergie, avec notamment Bitcoin. Et donc, du coup, on verra si d'ici là, Bitcoin aura consommé toute l'énergie présente sur Terre, comme on a pu lire dans certains articles en 2017. J'ai déjà la réponse, mais on va te challenger là-dessus, Marc. Vous allez pouvoir me challenger. J'ai vu passer un article ce matin, justement à ce propos-là, que la Finlande, qui venait d'installer son nouveau réacteur nucléaire. Enfin, dirais-je. Pardon ? Enfin. Enfin, ouais, exactement. Eux, ils font les bons choix. Ouais, ils vont utiliser une partie des surplus pour miner du Bitcoin et récupérer la chaleur dégagée par les machines pour chauffer une ville. Donc, ça va faire partie des cas d'usage dont on pourra débattre. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce troisième webinaire, et je vous dis à septembre prochain pour pouvoir traiter d'un autre sujet qui nous intéresse tous, c'est la crypto et l'environnement. Merci à tous, à bientôt. Merci. Merci beaucoup.